député La France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir à vous. On voulait d'abord vous entendre sur la consigne donnée par Laurent Wauquiez pour le second tour des municipales. Aujourd'hui, le président des députés LR qui appelle à voter tout sauf LFI. On écoute. Aujourd'hui, la France Insoumise, c'est le premier danger pour la République. Et si au second tour, il y a face à nous des maires LFI, nous appellerons à voter tout sauf LFI. Ça veut dire voter blanc, ça veut dire voter ceux qui sont en face, quel que soit le parti où ils sont. Y compris voter RN, mais quand pas ça LFI. se présentera. Tout sauf LFI. Je ne peux pas être plus clair. Qu'est-ce que vous répondez à Laurent Wauquiez ce soir ? Je lui réponds que c'est une honte et qu'au moment où les ciotistes se sont alliés à l'extrême droite, la droite de M. Wauquiez s'enorgueillissait de ne pas faire la fusion totale avec l'extrême droite, qu'aujourd'hui, visiblement, en tout cas les municipales de mars 2026, ce sera la dernière étape de cette union des droites et de la fusion totale d'une droite qui autrefois a été républicaine et qui même a été gaulliste et donc basée notamment sur un principe de résistance à l'extrême droite. Cette fois-ci, finalise en tout cas cette fusion. C'est une faute politique, c'est une faute historique aussi à mon avis, parce que l'histoire a démontré que quand la droite va vers l'extrême droite, elle ne récupère pas un électorat, mais c'est l'extrême droite qui peut arriver au pouvoir. Mais ça ne risque pas d'arriver souvent, que la liste LFI soit en tête face à OLR. Objectivement, ça ne va pas arriver très souvent. Objectivement, je ne connais pas les simulations, mais M. Wauquiez ne parle pas d'un nombre de cas, il parle d'un principe, ce qui à mon avis est bien plus gênant dans sa déclaration. Si on est pragmatique et qu'on regarde la plupart des sondages qui sortent actuellement, on n'est pratiquement jamais dans cette disposition-là. Donc il n'y a rien qui vous choque dans la déclaration? Je ne sais pas. D'abord, je vous dis, je suis pragmatique. Je regarde ce qu'il va y avoir au second tour et ça va arriver rarement. Moi, je suis pragmatique et je pense que quand l'extrême droite est à ce niveau d'intention de vote dans notre pays, notamment pour la prochaine élection présidentielle, que la droite dite républicaine ou dite gaulliste finissent par dire on voterait extrême droite face à n'importe qui et notamment face à la gauche radicale, c'est une nouveauté historique, ça a le mérite de justement dans la bouche de M. Wauquiez, mais on y est. Alors c'est pas ce qu'elle a dit, c'est pas ce que Laurent Wauquiez a dit. C'est pas on voterait extrême droite face à n'importe qui, c'est on voterait n'importe qui face à la France Insoumise. Dont l'extrême droite. Oui, dans l'extrême droite. Vous avez peut-être vu ce qu'a dit par exemple Martine Vassal, que pour battre la candidate Renaissance vers droite, elle s'est rétractée à Marseille, que pour battre Benoît Payan, donc socialiste à Marseille, il n'y avait pas de problème pour un accord avec l'extrême droite. Je crois qu'il y a des digues qui oui, alors peut-être, alors pardonnez-moi. Très réussi chez je crois que ça ouvre en tout cas une fenêtre d'Overton et d'acceptabilité de cette idée, y compris dans un électorat de droite qui fut un temps résisté à l'extrême droite. Mais alors justement, essayons d'analyser ce principe qui a donc changé, ce nouveau principe. Comment vous expliquez-vous le fait d'être devenu à la France Insoumise plus dangereux pour les Républicains que le Rassemblement national ? Mais je pense qu'il y a un phénomène de dédiabolisation de l'extrême droite qui s'est opéré ces dernières années, d'ailleurs dont on voit les conséquences de fait dans les urnes, mais dont on voit aussi les conséquences dans les médias. Il y a une époque où les dirigeants d'extrême droite du même parti que le Rassemblement national n'étaient pas invités dans les grands médias. Et puis dans le même temps de cette dédiabolisation de l'extrême droite, il y a une diabolisation notamment de la France Insoumise, et même surtout de la France Insoumise à la gauche de la gauche. Voilà. Moi, j'ai envie de dire... Mais c'est pas vous qui avez dédiabolisé le RN ? Oui, on aurait cherché ça. Le RN aurait mis des jolies cravates. Quant à nous, nous serions extrêmement dangereux. Je vous le dis, pour les municipales, puisque c'était ça le sujet de votre chronique, aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir un programme national. Nous proposons le RIC, la cantine gratuite. Est-ce que c'est ça qui fait peur à M. Wauquiez ? Parce que quand l'extrême droite, elle a pris des mairies, parce qu'aujourd'hui, elle a déjà des mairies dans le pays, elle coupe les subventions du secours populaire, elle instaure le port obligatoire à la cantine tous les lundis dans une de ses villes, elle ferme des locaux associatifs. Est-ce que, voilà, entre les deux choix, entre les deux visions du monde que nous proposons, M. Wauquiez a fait son choix. Justement, Mme Guettet, est-ce que vous n'êtes pas en décalage et même profondément en décalage avec les programmes que vous voulez porter pendant les municipales, quand Mathilde Panot, la présidente de votre groupe, annonce que les listes LFI porteront comme élément sur une question centrale qui est la sécurité, et je parle en me basant sur un sondage IFOP qui annonce que c'est la sécurité qui sera le déterminant premier des municipales. Elle annonce qu'il faut désarmer les policiers municipales. Est-ce que vous n'êtes pas, j'allais dire, à rebours de ce que pensent les Français, et que du coup vous les inquiétez encore plus à vouloir ne pas assurer la sécurité qu'ils demandent dans les sondages pour les municipales? Mais moi, je ne crois pas que surarmer la police municipale soit un gage de sécurité.
Voilà, et je pense que dans la déclaration de Mathilde Panot, vous savez, parfois dans les médias, on n'a pas forcément le temps d'expliciter nos propositions. Je suis contente de le faire si jamais vous pouvez me laisser le faire ce soir. Nous pensons qu'il faut une police nationale qui s'occupe du trafic et de toutes les formes de trafic, armes, drogue, parce qu'en l'occurrence, c'était un débat sur le trafic de drogue, me semble-t-il, dans lequel elle a fait cette déclaration, et que c'est cette police-là qui doit lutter contre ces trafiquants, y compris qui ont des grosses masses d'argent qui affluent et des réseaux internationaux. Et que non, c'est pas la police municipale qui va réussir à lutter contre ces trafiquants-là, que par ailleurs, il y a eu une réforme Darmanin qui a supprimé 6000 policiers de la police judiciaire, qui justement peut mener ces enquêtes extrêmement lourdes et approfondies. Et nous sommes pour, au niveau municipal, une police de proximité. Mais non, je vais vous dire une chose. Les policiers municipaux n'ont pas assez de formation pour le maniement des armes. Donc nous ne sommes pas pour surarmer la police municipale. C'est pas une question de surarmer, c'est déjà l'armée. Oui. Je prends exemple des maires de Lyon et de Bordeaux qui sont pas des gens de droite dangereux comme vous pensez. Et honnêtement, ce sont des maires écologistes. J'ai jamais dit que c'était des gens de droite dangereux. En tous les cas, les gens de droite, en général, vous dites qu'ils sont... non, mais laissez-moi dire ce que je veux, puis vous racontez ce que vous voulez. En tous les cas, si je prends exemple des maires écologistes de Lyon et de Bordeaux, et c'est précis, ils ont décidé d'armer leur police municipale à rebours de tout ce que faisaient les écologistes depuis des années. Pourquoi ils le font, Madame Guettet? Je sais pas. Parce que les policiers municipaux eux-mêmes se sentent en danger. Et donc, par rapport à la nouvelle situation de sécurité. Excusez-moi, il y a un paquet de bêtises dans ce que vous venez de raconter. Je crois pas. Si. Alors, les policiers se sentent en danger et donc on leur donne des armes. C'est pour faire quoi? C'est pour tirer sur les gens quand ils se sentent en danger? Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je ne dis pas de Pour que les policiers ne se sentent pas en danger, il faut plus d'effectifs, par exemple. Les policiers municipaux, s'ils ne sont pas armés par rapport à des gens qui sont surarmés, ils ne servent à rien. Pour se défendre. D'accord, dans notre pays, excusez-moi de vous le dire, mais les policiers n'ont pas un blanc-seing pour tirer sur les gens comme ça. Personne n'a dit ça. Personne. C'est ce que vous dites. Vous dites qu'il faut donner... Vous dites qu'il faut donner des armes pour assurer la sécurité des policiers. Je ne le crois absolument pas. Vous n'avez pas travaillé. Savez-vous que les polices municipales alors que vous êtes spécialiste de la police, Lyon, de Bordeaux n'ont jamais tiré un seul coup Montpellier, Lyon et Bordeaux, figurez-vous qu'il y aura des listes insoumises aux municipales parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui a été menée. Et par ailleurs, d'accord, on verra les scores qu'on fera et puis on verra aussi ce qu'on fait tous ces partis-là aux élections présidentielles en 2022. Donc dites qu'il n'y a plus d'électorat pour la France insoumise. Je vous prouverai par les faits et par les résultats électoraux que vous avez absolument. Mais revenons justement. Et les gens ont besoin de sécurité et de sûreté et de tranquillité publique. Que les policiers municipaux voulaient tirer contrairement à ce que vous j'ai trouvé que votre déclaration était tendancieuse et compliquée à comprendre. Les policiers municipaux, la plupart ne tirent jamais un seul coup de feu. Donc ça n'est pas la peine de leur donner des armes. Il faut des médiateurs, il faut des gens pour faire quand vous avez quelqu'un d'armé face à vous, vous allez Attendez. Le fait d'être armé, elles deviennent dissuasives. Alors que de ne pas être armé, elles servent à rien. Écoutez, c'est les maires. La réponse de Clémence Guettet. Oui, d'accord, mais toutes les études qui ont été menées sur le port des armes montrent exactement le contraire de ce que vous venez d'affirmer. Ça ne permet pas ni de faire de la désescalade vis-à-vis des populations, ni de détendre qui que ce soit, ni de rassurer qui que ce soit. Voilà. Donc je vous le dis, nous ne sommes pas pour une police municipale. Je ne sais pas où vous avez trouvé ces études, attendez, pas du tout. Clémence Guettet, une personne armée qui menace un policier n'a pas besoin d'être détendue. Mais que le fond de l'air soit réactionnaire et sursécuritaire, je vous donne le point. Que les maires puissent dire ça, je vous donne le point. Que nous portions autre chose comme projet. Écologistes de Bordeaux et de Lyon, vous verrez bien. Nous portons des listes contre eux et contre leur projet parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui a été menée. Même vos amis à Bordeaux voulaient faire une liste commune avec le maire de Bordeaux qui ne veut pas parce qu'il trouve. Qui nous a donné une fin de non-recevoir, mais figurez-vous que nous discutons avec les forces de gauche parce que nous ne sommes pas sectaires, nous. Pour en revenir justement à ce front anti-LFI qui est en train de se mettre en place, du moins à droite. Il n'y a pas de remise en question de votre part. Même Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, a dit que Jean-Luc Mélenchon faisait plus peur que Marine Le Pen dans une grande partie de la population. Il n'y a pas une réflexion qui est à mener au sein de la France insoumise pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là? Aux déclarations de Mme Delga, vous voulez dire? Oui, notamment, qui est assez révélateur de ce qui est en train de se passer. Ce front anti-LFI qui se met en place. Pour moi, les déclarations de Mme Delga sont révélatrices de ce qui est en train de se passer au Parti socialiste.
Alors ça n'engage que, ça ne me regarde pas, mais elle est représentative d'une ligne qui était contre la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES en 2022, contre le nouveau Front populaire, qui a pourtant permis aux socialistes d'avoir 70 élus à l'heure actuelle, avec un accord avec nous, et en 2022 avec la tête de Jean-Luc Mélenchon sur leurs affiches pour dire qu'il devait être Premier ministre. Donc aucune remise en question de votre part, Delga si je comprends bien. visiblement des principes et une gêne un peu à géométrie variable, parce que en 2022 elle a accepté la situation, en 2024 aussi, et aujourd'hui elle dit qu'on fait plus peur que l'extrême droite. Mais parce que vous avez peut-être évolué, votre discours est peut-être beaucoup plus violent qu'avant. Madame, je vous respecte beaucoup et je crois que vous savez que ça n'est pas le cas. Je crois que vous savez que ça n'est pas le cas. Nous portons un programme qui est OK, en évolution permanente, mais grosso modo, les grands principes que nous portons, c'est-à-dire la 6ème République, la bifurcation écologique, répondre à l'urgence sociale et faire la paix sur le plan international, tout ça n'a absolument pas varié. Donc non, je le dis très clairement, les déclarations du Parti socialiste n'engagent que. En ce moment, on va peut-être parler du budget après. Bruno Retailleau décrit un groupe parlementaire, en parlant du vôtre, qui attise la haine antisémite et qui théorise la brutalisation du débat public. Et donc ? Et donc, ça rejoint la question. Est-ce qu'il n'y a pas des remises en question à avoir au sein de la France insoumise ? Je pense que Bruno Retailleau a une responsabilité extrêmement grave, oui, dans ce type de déclaration. Je pense que ça. Vous aussi, vous faites des déclarations extrêmement fortes. En fait, si vous voulez, cette diabolisation de la France insoumise. Au profit, je le redis, de la dédiabolisation de l'extrême droite, parce que je crois vraiment que tout ça est fait dans un même mouvement, avec des responsables macronistes de droite qui portent exactement le même discours que celui de l'extrême droite. Je pense en l'occurrence à monsieur Bruno Retailleau sur les questions sécuritaires, sur les questions d'immigration et sur aussi des déclarations clairement racistes et islamophobes. Je pense que la responsabilité et la remise en cause devraient être de leur côté. Lesquelles, pardonnez-moi, déclarations racistes sur les Français de papier, par exemple, excusez-moi, mais bon... C'est quand même une déclaration pétainiste à la base. Pétainiste, Bruno Retailleau. Les Français de papier, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Enfin non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Bruno Retailleau, pétainiste, un petit peu, là pour le coup, vous dites... J'ai pas dit qu'il si, vous dites déclaration pétainiste. Ah oui, j'assume de dire qu'il a eu des déclarations racistes et islamophobes. Tout à fait, monsieur. Comme par exemple les journalistes de Valeurs Actuelles. Non, comme par exemple, quels propos précis de Bruno Retailleau islamophobe? Je viens de vous le dire. Le voile, les Français de papier, toutes ces déclarations-là, monsieur. Non, mais ça, ce sont des idées déjà qui sont absolument pas pétainistes. Et puis ensuite, je ne vois pas ce qui est raciste et islamophobe dans ces questions-là. Qu'est-ce qui hiérarchise les races dans les propos de Bruno Retailleau? Qu'est-ce qui théorise la haine du musulman dans les propos de Bruno Retailleau? Enfin là, ça paraît être des accusations à l'emporte-pièce. Oui, ça m'étonne pas, parce que quand même, peut-être faut dire aux spectateurs d'où vous parlez. Vous êtes un journaliste. Là-dessus, on est très clair, on est très transparent. C'est écrit. C'est que moi, j'avais pas l'écriture. Vous écrivez dans un journal d'extrême droite, en l'occurrence. Je débat là avec un adversaire, en l'occurrence politique, d'extrême droite. Non. J'estime. Ni politique ni d'extrême droite. Répondez-moi sur le fond. C'est un journaliste de Valeurs Actuelles. Oui, voilà. Bon, allez-y. Oui, et donc, vous pensez que Valeurs Actuelles est un journal neutre? J'ai quand même le droit de resituer quand monsieur défend je le point de confisquerai vue... toute la soirée le terme d'extrême droite si vous le voulez. Répondons sur le fond. D'accord, mais moi je vous dis que vous êtes d'extrême droite. Si vous voulez. Et que donc évidemment, les déclarations de monsieur Bruno Retailleau, de monsieur Darmanin et d'autres qui contribuent à banaliser les idées d'extrême droite, quand madame Le Pen par exemple a dit la loi asile-immigration, on en rêvait, c'était notre programme, la Macronie l'a fait, figurez-vous, je pense qu'elle a raison. Je pense que la Macronie a totalement déroulé le tapis rouge à des idées d'extrême droite, racistes et islamophobes, et je pense que c'est une obsession. Dans les 2 dernières semaines, il y a eu par exemple une mosquée qui a été saccagée, attaquée, il y a eu une loi qui a été déposée pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public par des parlementaires. Pour les mineurs de moins de 16 ans. Pas que, il y en a eu 2. Il y a eu et les mineurs et une autre dans l'espace public tout court pour tout le monde. Et on a des propos absolument incessants, anti-musulmans et islamophobes. Donc oui, je pense qu'il y a un climat extrêmement douloureux, et y compris, je vous le dis, pour certains de nos concitoyens qui se sentent rejetés par des responsables politiques qui amalgament en permanence musulmans, islamistes et terroristes, grosso modo. Et ça, je pense que c'est... Encore une fois, c'est une accusation un peu lourde. Ah oui, c'est très grave, oui. Mais je vous confirme que c'est très grave, et je vous confirme que, comme responsable politique,
Je trouve ça absolument infâme, je trouve que le climat est dangereux et je trouve que potentiellement il prépare l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Bruno Retailleau assimiler les musulmans, les islamistes, les terroristes. Je n'ai jamais entendu ça. Je pense que c'est vraiment des propos qui vous appartiennent. Il a été ministre de l'Intérieur, il ne l'a pas dit explicitement. Il n'a pas prononcé ces mots. Juste, si on dézoome un peu, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la droite? C'est quand même pas rien que Laurent Wauquiez dise vous votez tout ce que vous voulez, y compris le RN, si on se retrouve face à la France insoumise. C'est sûr que Laurent Wauquiez, alors Bruno Retailleau, il s'exprime différemment, mais c'est sûr que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, ne met plus sur le même plan le RN et les LFI, des partis extrêmes, comme il faisait. Alors lui, peut-être jusqu'en 2022, il faudrait vérifier ses consignes de vote en 2022, mais jusqu'en 2017, sûrement. Il y a une évolution à partir de 2022 dans une partie de la droite, M. Bellamy, et d'autres qui, à ce moment-là, font un distinguo entre les deux. Et aujourd'hui, on voit que le président du groupe LR, donc Laurent Wauquiez, fait cette distinction pour les municipales. On verra ce qu'il en est pour la présidentielle. Mais c'est vrai que pour les municipales, il fait cette distinction aujourd'hui qui ouvre la voie peut-être aussi à une distinction pour la présidentielle. Donc c'est une évolution effectivement considérable, mais ça correspond aussi sans doute au fait que les LR traversent quand même une période assez compliquée. Leur chef de file est lui-même affaibli par ses allers-retours dans le gouvernement, et que Laurent Wauquiez essaie de prendre l'avantage maintenant en faisant courir Bruno Retailleau derrière lui sur certaines positions. Mais au-delà de ça, il y a de la tactique à l'intérieur de LR. Il y a peut-être de la tactique, mais c'est quand même des principes et des dits qui sautent. Globalement, il y a un principe qui, et pour évidemment, reprendre évolue. les mots de Clémence Guettet, c'est peut-être la dernière étape avant une union des droites LR-RN. Est-ce que réellement ça c'est d'actualité? Pour l'instant, je ne le vois pas chez les chefs, chez les dirigeants des LR. On le verra. L'électorat le demande. L'électorat le demande, on le verra sans doute dans des élections, dans des villes de taille petites et moyennes, sans doute à mon avis, mais chez les dirigeants, on ne le voit pas aujourd'hui, ni chez Bruno Retailleau, ni chez Laurent Wauquiez. Au-delà de Carole Delga et de Bruno Retailleau, les enquêtes d'opinion également démontrent que du côté des Français, la perception de la France insoumise est différente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ils sont plus massivement, 58% de mémoire, je vous le récite, il faudra vérifier les chiffres, mais en tous les cas, plus de 50% à vouloir faire barrage contre la France insoumise et moins de 50% à vouloir faire barrage contre le Rassemblement national. Donc il ne faut pas dire que c'est simplement... Je dirais que c'est beaucoup plus récent que ça. Ah oui, pour moi, cette évolution-là, elle date de l'affrontement qu'il y a à l'intérieur de la gauche entre le pôle radical et le pôle modéré, si on met les socialistes dans cette... Et on voit bien que depuis le 7 octobre, le 8 octobre 2023, il y a une dissension très forte à l'intérieur de la gauche qui a poussé une partie de l'opinion à être... Ce n'est pas seulement les têtes des partis politiques qui beaucoup plus. Vous êtes au courant quand même qu'il y a eu une dissolution en 2024 et qu'on était ensemble aux élections et qu'on est arrivé en tête. Oui, bien sûr. Mais donc la dissension au sein de la gauche, visiblement, elle ne date pas d'octobre 2023. Je pense que c'était un cartel électoral et qu'on a vu très vite le Parti socialiste on portait un programme ensemble, donc le cynisme se situe du côté du Parti socialiste. Honnêtement, mais personne ne croyait vraiment à ce programme à l'intérieur de la gauche, à part vous. Bah oui, nous on y croyait, c'est clair. Je pense que c'est un programme qui a été... L'effet est constant sur ce... Mais je pense que... Vous êtes constant. Vous êtes constant sur votre programme, mais je pense que ça a été décidé à la va-vite parce que personne n'avait imaginé d'ailleurs qu'il y aurait une dissolution et que vous avez réussi cette manœuvre qui a été très forte parce que Emmanuel Macron s'est fait avoir, j'allais dire au premier sens du mot, il s'est fait avoir et vous avez réussi ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est-à-dire vous unir et ensuite obtenir plus de députés que aujourd'hui les Renaissances. Venons-en à ce qui se passe dans l'hémicycle. Je ne sais pas si vous avez pu lire les mots de Gérard Larcher ce soir dans le Figaro sur la question du 49.3. Voici ces mots précisément. Je lui dis en toute liberté à Sébastien Lecornu que pour donner un budget à la France, Sébastien Lecornu doit envisager le 49.3. Une arme constitutionnelle n'est pas une arme contre la démocratie parlementaire, car la démocratie parlementaire s'est exprimée. Je préfère clairement le 49.3 aux ordonnances ou à la loi spéciale. Écoutez ce qu'en pense le premier concerné, Sébastien Lecornu. Lui, il persiste et signe. Sur la question du 49.3, on l'écoute. Puisque je vous rappelle que le gouvernement n'engagera pas sa responsabilité sur ce texte. Et donc je vous demande d'engager votre responsabilité sur notre capacité à avoir un déficit final de la sécurité sociale qui soit le plus équilibré possible.
Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie. Il a raison de persister là-dessus, de dire non, je continue, il n'y aura pas de 49.3. En tout cas, c'est intéressant qu'il l'ait réitéré en hémicycle, parce que moi, je crois de moins en moins à cette promesse, si tant est que j'ai cru un jour aux promesses des macronistes. En tout cas, certains y croient. Je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'il n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer son budget. D'autant qu'on sent... Vous pensez que d'ici là, les tout prochains jours, il l'utilisera? En tout cas, à mon avis, c'est encore une éventualité. Ce sera intéressant d'avoir cette vidéo pour montrer à quel point tous ces gens peuvent se dédire assez rapidement. Mais on sent que s'installe une ambiance de gens qui supplient, qui demandent, qui disent que c'est la bonne idée. Pour à gauche comme à droite, François Hollande, Elisabeth Borne, Philippe Juvin, Gérard Larcher. Monsieur Larcher à l'instant. Hollande, chez les socialistes, a un peu libéré la parole, y compris d'autres ont embrayé pour dire qu'en effet, peut-être, ce serait important. Voilà, on voit que des gens, y compris, je parle des socialistes en l'occurrence, parce que la droite, au moins, n'avait pas demandé ça, mais des gens qui ont fait de la non-utilisation du 49.3 une ligne rouge absolue pour pouvoir négocier avec les macronistes à un moment donné, finalement viennent maintenant à dire que peut-être ce sera une nécessité, et puis si jamais ils l'utilisent, on peut imaginer aussi que nous, évidemment en réponse, on poserait une motion de censure et qu'ils ne voudraient pas ni la signer ni la voter. Donc, à mon avis, le film n'est pas fait jusqu'à la fin. Je rappelle quand même que le 49.3 est un outil de brutalité parlementaire, avec en plus, là, quand même, beaucoup d'hypocrisie. Quand même. Brutalité parlementaire, est-ce que vraiment on peut dire ça? C'est un outil constitutionnel. Je veux bien juste finir mon idée. Parfaitement légal, rappelons-le. Avec là, je trouve... une hypocrisie sans nom, parce que Madame Borne, elle arrivait, elle avait rien promis, elle dégainait le 49.3, elle repartait, elle nous l'a fait 22, 23 fois, je ne me souviens plus combien. Mais là, Monsieur Lecornu nous a agité quand même la démocratie parlementaire, le dialogue, les compromis, les négociations. Il reçoit encore certains chefs de groupe politiques, pas nous, cette semaine, pour continuer de discuter. Il fait toutes les manœuvres possibles et imaginables. C'est de la magouille parlementaire, mais devait discuter dans un certain ordre. Les articles importants sont repoussés à dimanche, alors qu'ils devaient être examinés dès aujourd'hui, parce que M. Lecornu a encore besoin... Vous parlez de la hausse de la CSG notamment? Exactement, de promettre des choses aux socialistes. Mais je suis justement parlementariste, et le problème, c'est que ça ne se fait pas dans l'hémicycle, ça ne se fait pas dans la discussion parlementaire, ça se fait à côté, dans des salons où ils discutent. Pour le coup, il réitère le 49.3. Publiquement, moi il me l'a dit parce que je l'ai rencontré 3 fois, il m'a même dit, on l'a écrit dans la tribune dimanche, qu'il ne le ferait pas il ne vous ferait pas ce cadeau de rétablir le 49.3. Je ne ferai pas je ne ferai pas ce cadeau à la France insoumise. Donc je crois que il y a assez peu de chances qu'ils reviennent sur ce 49.3. D'accord. Et ça se terminera en loi spéciale. De Bruno Jeudi, qui connaît bien Monsieur Lecornu. J'avoue que je lui parle sans doute beaucoup moins que vous. Voilà. Il est journaliste, donc il interviewe le Premier ministre. C'était pas une attaque, c'était tout à fait factuel. Monsieur Jeudi, donc vous connaissez très bien Lecornu. Moi, je le connais pas du tout. J'avoue que je ne discute pas avec lui. Et donc, si jamais il pose pas le 49.3, il y aura quand même un chemin assez autoritaire pour passer ce budget d'une façon ou d'une autre. Soit on va dépasser le délai constitutionnel, vous savez très bien qu'on s'en approche extrêmement dangereusement et qu'a priori on ne tiendra pas ces délais-là. Mais la faute à qui, pardon? La faute à qui? À vous notamment qui ne souhaitez pas discuter, non, et trouver un compromis. Vous exagérez un peu quand même. On ne peut pas dire que Sébastien Lecornu fasse preuve de grande autorité. On lui reproche plutôt de ne pas être assez peut-être ferme justement. Moi je crois qu'il est très habile et qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et donc on va vraisemblablement dépasser ces délais constitutionnels. La faute à qui? Peut-être à un gouvernement qui nous a transmis le budget 2 semaines plus tard que dans les délais habituels, ce qui n'a pas permis aux parlementaires de s'en emparer suffisamment vite et d'amender dans les temps impartis. Donc on s'est mis 2 semaines dans la vue d'entrée de jeu à cause du gouvernement. 2 semaines ou pas, il n'y a aucune volonté de discuter de la part de la France insoumise. Depuis le départ, vous appelez au départ d'Emmanuel Macron. Observez les débats parlementaires et vous verrez que nous faisons notre travail de parlementaire. Et je crois extrêmement sérieusement que nous ne refusons absolument pas de discuter en hémicycle. Nous présentons nos amendements. Parfois, ils sont votés, parfois, ils sont rejetés. Ensuite, le budget est parti au Sénat qui a détricoté les maigres avancées qu'avait pu avoir l'Assemblée nationale en matière de partage de richesses. Et je dis qu'à la fin, M. Lecornu passera le budget que lui souhaite,
pas celui du Parlement et qu'il le mettra en place. Et que nous poserons une motion de censure et que vous avez raison de dire que il a promis toutes les notamment hypothèses, je ne serai que la pas contente suspension et de la que nous réforme des voulons retraites le en ferait départ de partie. Macron. C'est pas tout à fait sa volonté à lui. Le budget qui se personnellement. présente. Non mais rassurez-vous, le Sénat pour l'instant l'a enlevé, le décalage de la réforme C'est des le budget de retraites. personne. Pardon, j'ai pas entendu. C'est le budget de personne. Allez-y. Aujourd'hui, le Sénat a enlevé ce décalage de la réforme des retraites. Oui, mais le Dans la dernier mot version revient à Sénat. l'Assemblée nationale, vous le savez. On va voir comment ça va se passer à l'Assemblée nationale. Quel est votre En regard, seconde juste d'un lecture. mot quand même, sur le Parti socialiste qui dit qu'un compromis est possible? Vous êtes comment avec le PS? Là, c'est une rupture Ah ben évidemment. totale? Je veux dire, il n'y a pas de compromis possible avec un gouvernement qui veut faire passer un budget qui est d'une brutalité sociale sans nom. C'est-à-dire qu'à force de parler de tambouille parlementaire, on en finit presque par oublier le fond. Ce budget, que ce soit le budget de la sécurité sociale ou le budget de l'État, va créer des ravages dans notre pays. Dans le budget de l'État, c'est moins 4000 postes de professeurs, par exemple. Dans le budget de la sécurité sociale, on l'a dit et redit, mais c'est le doublement des franchises médicales, par exemple. Mais c'est aussi le fait que les arrêts maladie vont être de plus courte durée. Mais c'est aussi le gel des pensions. Mais comment vous pour voyez tout le monde. comment vous voyez Enfin, le PS n'est plus extrêmement dans compliqué. l'opposition pour vous là? Mais à partir du moment, ce qui va déterminer si le PS est ou non dans l'opposition, c'est son vote sur les deux budgets. Vous savez très bien que quand on vote un budget, on appartient de fait à une majorité. On soutient le budget d'un gouvernement. Je dis aussi que je pense que le gouvernement Lecornu se donne du temps pour essayer d'obtenir à minima une abstention en faisant ces petits calculs pour que l'abstention du Parti socialiste permette quand même à un budget de passer. Vous l'interpréteriez Je trouve comment, ça- une abstention du Mais PS? pour moi, une abstention qui fait suite à des semaines de négociations, de supplications dans l'hémicycle et en dehors, De discuter, pour moi, de trouver un accord, d'essayer, parce que l'objectif c'est quand même. ce que il y a je pas de vous ai loi dit sur spéciale le sur la fond, Sécu, hein. ce que je vous ai dit, c'est tout à fait exact. Mais ce que je vous ai dit sur le fond du budget, quand on est de gauche, on vote contre ce budget. Voilà. On l'amende, on l'amende. Mais quand on est de droite Ce aussi, budget, par il est ailleurs, catastrophique, de toute façon, il n'y a il pas de majorité Vivons à la fin de ce l'Assemblée. cirque, ça devient Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour ce budget, vous avez raison de le dire. Et c'est un problème, parce qu'en fait, ce que ça signifie, c'est que la Macronie sans tête revient devant une Assemblée nationale qui est grosso modo en 3 blocs et dit « on va faire une politique macroniste » et les parlementaires disent « non ». Bon, et donc vous allez déposer une motion de censure quoi qu'il arrive? Bah bien sûr, on va essayer de censurer ce gouvernement qui, à nos yeux, est tout aussi légitime que les précédents qui sont Quand tombés. ça, vous la déposez, la motion de censure? Eh ben, nous verrons si 49.3 ou pas. Ça modifie. ça dépend du parce que- 49.3? Oui, parce que ce sera une motion en réponse à un 49.3 ou une motion d'initiative parlementaire 49.2. Mais toujours est-il que nous essaierons de censurer ce gouvernement et j'espère qu'à gauche, nous coûterons le plus grand nombre possible de voix. Avec quelle suite? Quelle suite espérez-vous à cette censure? Ce que j'espère, c'est que M. Macron dise qu'il va s'en aller. J'ai un petit doute sur la question. J'espère que ce gouvernement tombera. J'espère que potentiellement un gouvernement de gauche aurait pu être nommé, mais je vous avoue que je n'y crois plus. Et je dis aussi aux macronistes que nous ferons subir le Et même donc, sort vous voyez quoi comme à chaque calendrier gouvernement. Vous voyez quoi comme calendrier, puisque vous ne croyez pas trop à l'admission du président de la République, vous venez de le dire. Vous voyez quoi comme calendrier là, dans les prochains jours? Parce qu'on a tous envie de savoir un tout petit peu qu'est-ce qui va se passer pour essayer de faire des prévisions, de se positionner, vous voyez, de se rassurer. Sur le budget, Sur le budget, enfin la sur le suite, budget, la les commission 15 mixte paritaire est annoncée pour le 19 décembre, donc ils vont essayer de faire passer leur budget avant Noël. Voilà, c'est ça le calendrier de toute façon. Et donc nous, on posera une motion de censure. Si jamais il y a un 49.3, ce sera avant. Si jamais il n'y en a pas, ce sera au moment de la fin de l'examen Mais il y a budgétaire. Il y a quelque chose que je comprends Dernière pas question encore. là-dessus, après on Oui, avance. Pardonnez-moi, non, c'est sur la nomination d'un Premier ministre de gauche, si jamais celui-là venait à tomber. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous n'étiez plus une coalition avec le reste de Et la que je n'y gauche. croyais pas comme Et que hypothèse. vous n'y croyez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est pas un petit peu abusé de demander, alors que toutes les gauches ensemble représentent 33% de l'Assemblée, en plus vous nous dites que vous ne faites plus partie d'une coalition, donc vous êtes à peu près Non, 10%, non, mais 12%. moi je fais partie d'une coalition, c'est le PS qui s'en est extrait. Mais donc, Moi je donc cette continue de coalition voter n'est avec plus le du- Parti communiste, avec c'est- les écologistes sur Mais notre vous êtes programme. d'accord avec moi que cette coalition, du coup, de facto, n'est plus majoritaire du tout. Elle ne l'était pas déjà, mais elle l'est beaucoup moins. En tout cas, que le Parti socialiste, de toute évidence, a fait le choix d'une autre alliance stratégique avec les macronistes. Ouais. C'est très net. Bon, très net. Je voulais vous entendre sur cette commission d'enquête de l'Assemblée qui planche en ce moment sur les liens supposés entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes. Jean-Luc Mélenchon, il était convoqué hier, il n'y est pas allé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu sa convocation dimanche matin.
pour cette commission d'enquête parlementaire qui, je le rappelle, existe depuis des semaines et des semaines. Donc, il avait déjà quelque chose de prévu ce mardi. Donc, il a dit qu'il acceptait évidemment le principe d'être auditionné par une commission d'enquête parlementaire, même si nous avons beaucoup de choses à lui opposer sur le plan, y compris procédural, parce que le bureau ne représente pas l'hémicycle de l'Assemblée nationale. En fait, personne n'est de gauche dans cette commission d'enquête. Et parce que nous pensons sur le fond que cette commission d'enquête instrumentalise des pouvoirs qui sont confiés à l'Assemblée contre un parti politique, en l'occurrence la France Insoumise. Toujours est-il que M. Mélenchon... Émeric Caron, pardon. Attendez, je termine. Est-ce que j'ai une bêtise? Émeric Caron ne fait pas partie de cette commission? Ah si, on a 4 membres, je parle du bureau. Ceux qui Oui, décident des le bureau. auditions. Il a été écarté de la présidence. Il a été écarté de la présidence, tout à fait. Ils ont changé les dates pour qu'on ne puisse pas être élu. Toujours est-il que M. Mélenchon a décidé de s'y rendre. Et donc, ils ont échangé avec le président de la commission, M. Breton, pour trouver une date. Et il se trouve que ce sera samedi. Donc, il ira samedi. Donc, il ira samedi, il sera auditionné samedi. Le fait est, comme M. Darmanin, me semble-t-il, et ce sont les dernières auditions de cette commission d'enquête qui est un fiasco total. Pourquoi c'est un fiasco? Parce que... en réalité, d'abord, M. Wauquiez avait essayé de la mettre en place une première fois. Elle a été jugée irrecevable par les règles de l'Assemblée nationale parce que ciblant explicitement la France insoumise. Ils ont fait un peu de... Ils ont renommé leur commission d'enquête pour faire exactement la même. Elle est passée cette fois-ci, mais elle travaille de façon assez invraisemblable. Elle a auditionné des journalistes d'extrême droite qui ne sont pas des journalistes. Elle a auditionné des chercheurs. Je pense à une chercheuse qui travaille pour un obscur centre de recherche financé par le milliardaire. Elle a auditionné Marine Tondelier aussi. D'extrême droite. Non mais attendez, j'y arrive. Et puis elle a convoqué une chef de parti, Madame Tondelier, qui a été auditionnée hier ou avant-hier pour Europe Écologie Les Verts, et Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, alors je sais que ça va vous faire sourire, mais je vous le dis, n'est pas coordinateur de la France Insoumise. Il se trouve que c'est Manuel Bompard, et que la seule responsabilité qu'occupe M. Mélenchon aujourd'hui, c'est la coprésidence de l'Institut de la Boétie avec moi. Si jamais cette commission d'enquête voulait vraiment interroger un peu en symétrie de ce qu'ils ont fait avec Mme Tondelier, ce serait Manuel Bompard qui aurait été convoqué. Le fait est que cette commission d'enquête ne fonctionne pas, que tous les agents de renseignement et toutes les administrations qui ont été auditionnées ont dit qu'il n'y avait pas de lien entre l'islamisme et la France insoumise, et que donc ils cherchent, je pense, une sorte de buzz, et que ça fait sans doute plus parler encore d'inviter Jean-Luc Mélenchon. Et il a décidé de positiver et de se dire qu'il leur donnera une leçon de république et de laïcité. Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le représentant de la France insoumise, potentiellement le futur candidat pour la présidentielle. Exactement, il incarne, mais je ne sais pas si vous avez vu le niveau de détail de l'audition de Mme Tondelier. À mon avis, Jean-Luc Mélenchon ne saura pas répondre à des questions de ce niveau de détail. Parce que figurez-vous que chez nous, il y a des responsabilités qui sont partagées. Donc Manuel Bompard, c'est le mouvement. Paul Vanier, c'est les élections. Je m'occupe du programme. Mathilde Panot, le groupe parlementaire. Aurélie Trouvé, les manifestations, les relations unitaires. Et donc, c'est ces gens-là qui auraient pu répondre à des questions relativement précises. Ça serait bien la première fois que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la réponse. Je suis sûre qu'il trouvera des choses à leur dire, mais je vous le dis, c'est une commission d'enquête qui est honteuse parce que, en réalité, ça revient à une discussion que nous avons eue précédemment. Elle vise à cibler les musulmans de ce pays. C'est l'unique objet de cette commission d'enquête. Et que des gens qui ont des liens avérés avec l'islamisme, par exemple, il y a des candidats d'extrême droite qui ont eu des liens avérés entre Lafarge et l'État islamique. Pourquoi l'extrême droite n'est pas auditionnée dans cette commission d'enquête? Tout simplement parce qu'elle est partisane et illégitime. Mais comme M. Mélenchon est un républicain, il ira parce que c'est une commission d'enquête. Donc il ira ce samedi. Les conclusions de la commission doivent être rendues le 10 décembre prochain. Ça doit aboutir à quoi? Sur quoi? Ça va déjà dépendre de la qualité de leurs travaux. C'est vrai que pour l'instant... ça avance un peu sous les radars. C'est pas très suivi et très productif, mais bon, il faut pas non plus anticiper les résultats de ce rapport. On verra là. Vous savez, les commissions, c'est vraiment la qualité des rapports qui fait que elles trouvent un écho dans les médias, elles sont portées et puis suivies. Merci beaucoup. Merci Clémence Guettet d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV.